Une demeure légendaire domine, immobile, les coteaux provençaux autrefois vibrants de mélodies, aujourd'hui plongés dans un calme absolu. C'est dans cette bastide que Charles Aznavour s'est éteint, entouré d'oliviers centenaires, de partitions inachevées et de mystères jalousement préservés durant des décennies. Peu imaginent ce que ces murs abritaient vraiment. Une caravane offerte par les Gypsy Kings, un studio d'enregistrement clandestin, une fortune colossale de plus de 100 millions d'euros, discrètement protégée du fisc par une société luxembourgeoise fondée dans l'ombre. Derrière cette façade raffinée, un legs minutieusement orchestré qui a même déconcerté l'État français. Pourquoi s'est-il vraiment établi en Suisse? Qui a reçu cet empire? Pourquoi son nom n'apparaissait-il jamais dans les annonces immobilières? Pénétrons les coulisses d'une existence en musique et en lumière. Né Chano Varinag Aznavourian en 1924 dans le quartier latin, Charles Aznavour voit le jour dans l'ombre de l'exil et de la ténacité. Ses parents, Misha Aznavourian, ancien baryton géorgien, et Knar Bagdasarian, comédienne originaire de l'actuelle Turquie, ont survécu au génocide arménien de 1915. Ce passé douloureux ne le quitte jamais. Il imprègne la sensibilité du jeune Charles, son attachement viscéral à l'identité, à la langue et à la mémoire, des thèmes qui irriguent toute son œuvre. La famille tient un modeste restaurant arménien rue de la Huchette, au cœur du vieux arrondissement. L'air y est saturé d'arômes maison, de voix d'artistes de passage, d'acteurs et d'exilés. Une maison pleine d'histoires et de chansons, mais dépourvue de luxe. Aznavour décrira plus tard son enfance comme matériellement pauvre, mais riche en art, dans un univers où tout était théâtre. Dès 9 ans, il abandonne l'école pour monter sur scène sous le nom raccourci d'Aznavour, résolu à subvenir aux besoins familiaux et à se forger un avenir dans le spectacle. Il débute au théâtre, dans des revues, décroche de petits rôles au cinéma, danse dans les cabarets parisiens. Les débuts sont semés de rejets. On lui reproche une voix trop nasillarde, une petite taille, un physique jugé atypique. Tout bascule dans les années 1940 lorsqu'il croise Édith Piaf, reine incontestée de la chanson française. Piaf discerne en lui ce que d'autres ont ignoré, une profondeur émotionnelle, une ténacité, un talent d'écriture. Elle le prend sous son aile, l'emmène en tournée aux États-Unis et au Canada, surtout le pousse à composer ses propres chansons, à exprimer ses propres blessures. Elle ne m'a pas simplement aidé, dira-t-il plus tard. Elle m'a forcé à devenir qui j'étais. Il relève le défi et redéfinit la chanson française. En 70 ans de carrière, Charles Aznavour compose et enregistre plus de 1400 chansons, chante en 9 langues, devient un pont entre continents et générations. Ses textes sont de véritables poèmes sur l'amour non réciproque, la vieillesse, l'exil, la vulnérabilité. Contrairement au romantisme flamboyant de ses contemporains masculins, Aznavour chante depuis les failles, les maladresses, les cœurs brisés. Il rend la mélancolie élégante et poignante. Des titres comme La Bohème ou Hier encore deviennent des hymnes. La Bohème, ode nostalgique à la jeunesse et à la pauvreté de Montmartre, résonne chez les rêveurs du monde entier. Comme ils disent, l'un des premiers titres français à évoquer l'homosexualité avec compassion et dignité sort en 1972, bien en avance sur son époque. Son audace à aborder des sujets tabous avec humanité lui vaut admiration et respect comme innovateur lyrique. On le surnomme souvent le Sinatra français, à juste titre. Tout le partage une voix rappeuse, un phrasé chargé d'émotion, un charisme tout en retenue. Mais Aznavour est encore plus prolifique comme auteur. Il ne se contente pas d'interpréter, il crée. Ses chansons sont reprises par Juliette Gréco, Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, Liza Minnelli, Mireille Mathieu et tant d'autres. Ses mots traversent les océans, s'invitent dans des bandes originales de films, séries, même du rap. Parallèlement à la musique, Aznavour mène une carrière remarquable au cinéma avec plus de 80 films. Il connaît la consécration d'en tirer sur le pianiste de François Truffaut, où il incarne un pianiste tourmenté, rôle en résonance parfaite avec sa palette émotionnelle. Il collabore avec Claude Chabrol, Atom et Goyant, joue dans Le Tambour qui remporte l'Oscar du meilleur film étranger en 1979. Son influence dépasse l'art. Il défend la cause arménienne, surtout après le séisme de 1988. Il cofonde la fondation Aznavour pour l'Arménie, récolte des millions pour l'aide humanitaire, devient en 2009 ambassadeur d'Arménie en Suisse et délégué permanent à l'ONU à Genève. En 2008, il obtient la nationalité arménienne, symbole fort de la diaspora. Vénéré par les légendes, admiré par toutes les générations, Aznavour chante jusqu'à 94 ans. Sa dernière tournée débute en 2014 et s'achève quelques semaines avant sa mort. « J'arrêterai quand je mourrai », répétait-il. En 2017, à 93 ans, il reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, rare pour un artiste français. Bob Dylan, Sting, Céline Dion,
Liza Minnelli, Placido Domingo comptent parmi ses plus fervents admirateurs. Même Frank Sinatra reconnaissait qu'Aznavour était l'un des plus grands paroliers de leur époque. Le dernier rideau, la mort d'Aznavour. Le matin du 1er octobre 2018, un silence de plomb enveloppe la demeure bien-aimée de Charles Aznavour à Maurier, paisible village niché dans les Alpilles, au sud de la France. Surnommée par ses proches la Maison des Oliviers, la propriété est un sanctuaire personnel entouré d'oliviers, baigné de lumière provençale, imprégné des souvenirs d'une vie exceptionnelle. Ce jour-là, inquiète de l'absence de bruit, la gouvernante pousse la porte de la chambre. Elle le trouve allongé paisiblement dans son lit. Il s'est éteint dans la nuit. L'autopsie confirme un arrêt cardio-respiratoire, probablement provoqué par un édème pulmonaire aigu, accumulation soudaine de liquide dans les poumons, souvent liée à une défaillance cardiaque. Charles Aznavour avait 94 ans. Sa mort reste un choc. Quelques jours plus tôt, il évoquait encore un retour sur scène. Il venait d'annuler un concert au Japon pour une fracture de l'humérus, mais rassurait ses fans. « Je reviens vite ». Son agenda 2019 prévoyait une tournée mondiale. De son propre aveu, il n'avait aucune intention de prendre sa retraite. La France réagit immédiatement, bouleversée. L'annonce envahit les chaînes d'information. La bohème et hier encore inonde les ondes. L'Élysée annonce un hommage national. Emmanuel Macron prononce un discours solennel aux Invalides, geste à réserver aux héros militaires ou icônes nationales. Charles Aznavour a accompagné 3 générations. Ses paroles furent pour des millions un baume, un remède, une consolation. La cérémonie réunit personnalités françaises et arméniennes, le président arménien Armen Sarkissian, le premier ministre Nicole Pachinian, les ex-présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, artistes, musiciens, familles. Le moment le plus émouvant survient lorsque le cercueil, drapé du tricolore, est porté au son de la voix d'Aznavour chantant « Emmenez-moi ». Un silence recueilli envahit la foule tandis que résonne « Emmenez-moi au bout de la terre », écho de son dernier voyage. Après l'hommage national, des funérailles privées se tiennent à la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste de Paris. Fidèle à son désir de discrétion, la cérémonie reste intime. Le 6 octobre, Charles Aznavour est inhumé au cimetière historique de Montfort-l'Amaury, dans les Yvelines. Lieu chargé de sens. Ses parents y reposent déjà, ainsi que son fils Patrick, mort tragiquement d'une overdose à 25 ans. À l'ombre des Yves Centenaire et des Pierre Moussu, le plus grand chansonnier de France trouve son repos final, non loin de Paris mais assez loin pour la paix. Cette mort paisible contraste avec l'intensité de sa vie. Aznavour n'a jamais cessé de créer, même alité. Quelques semaines avant, il composait encore dans son studio secret de Maurier. Ses proches racontent qu'il dictait des mélodies à sa fille Katia, corrigeait des textes jusqu'à l'aube. Cette fin discrète reflète l'homme, élégant, pudique, maître de son destin jusqu'au bout. La Provence, qu'il chérissait, devient le décor de son départ. Les oliviers, qu'il taillait lui-même, semblent veiller sur lui. Le Mistral emporte les dernières notes d'une vie légendaire. La Maison des Oliviers, un paradis provençal. Parmi les trésors laissés par Charles Aznavour, aucun n'est plus chargé d'émotion que ces demeures imprégnées de musique, de mémoire, de sens. En tête, son havre de paix dans le sud de la France, qu'il appelait affectueusement la Maison des Oliviers. Située dans le discret village de Maurier, près de Saint-Rémy-de-Provence, cette propriété provençale s'étend sur plus de 30 000 mètres carrés de terrain saint d'olivier centenaire qu'il entretenait avec passion. Chaque année, il produisait entre 3 et 500 litres d'huile d'olive, qu'il offrait à ses proches un luxe rustique issu des mains d'une légende mondiale. La villa elle-même fait plus de 660 mètres carrés, 11 pièces élégamment décorées, 9 chambres, 4 salles de bain, une piscine intérieure, un studio d'enregistrement secret où Aznavour composait encore à plus de 90 ans. Une touche fantaisiste, une roulotte bohème offerte par Chico des Gypsy Kings, nichée dans un jardin méticuleusement aménagé. Ce domaine était un lieu de retrouvailles pour des amis de longue date comme Michel Drucker ou Michel Leb, avec qui il partageait marchés locaux et dîners tranquilles sous les oliviers. C'était son paradis, se souvient un voisin, un endroit où le monde extérieur ne pouvait pas entrer. Après sa mort, la propriété est mise en vente discrètement pour 2,45 millions d'euros. L'annonce omet le nom du propriétaire par discrétion ou pour éviter l'effet célébrité sur le prix. Mais les habitants savaient. C'était la maison où Aznavour avait vécu ses derniers jours, où les ultimes notes d'une vie légendaire s'étaient fondues dans le souffle du Mistral. Cette bastide n'était pas qu'une résidence. Elle incarnait l'âme provençale d'Aznavour. Il y plantait des lavandes, cueillait des figues, recevait ses petits-enfants pour des après-midi de contes arméniens. Le studio secret, insonorisé, abritait un piano à queue et des centaines de bandes magnétiques.
C'est là qu'il enregistra les maquettes de ses dernières chansons, dictant les arrangements à son ingénieur du son venu de Genève. La roulotte bohème, peinte en rouge et or, servait de bureau d'écriture l'été. Aznavour y rédigeait des lettres, des poèmes, des idées de spectacle. Les Gypsy Kings, amis de longue date, la lui avaient offerte lors d'un concert à Arles en 1998. « Pour que tu gardes ton âme de saltimbanque », avait-il dit. Cette maison était aussi un lieu de guérison. Après la mort de son fils Patrick, Aznavour y passait des semaines entières, marchant seul parmi les oliviers, parlant à voix haute à son enfant disparu. Les voisins entendaient parfois des bribes de chansons nouvelles, nées de cette douleur. La piscine intérieure, chauffée toute l'année, lui servait de thérapie physique après ses fractures. Il y nageait chaque matin, écoutant ses propres enregistrements diffusés par des haut-parleurs immergés. Home Sweet Home, la villa au bord du Léman. Maurier détenait son cœur, mais le centre de sa vie quotidienne et de la gestion de son patrimoine se trouvait à Colonie, en Suisse. Bordant le lac Léman, sa résidence principale était une villa blanche immaculée aux volets verts, dotée d'une large terrasse et d'une vue imprenable sur l'eau. Quand je viens ici, je ne dis pas Home Sweet Home, je dis Home Sweet Home, plaisantait-il. Cette maison n'était pas qu'un refuge fiscal. C'était un bastion de calme pour un artiste ayant traversé guerre, rejet, scandale, célébrité mondiale. À l'intérieur, raffinement et intimité. Pièces remplies de livres, miroirs dorés, piano à queue noire brillant, studio privé où des centaines de bandes tapissaient les murs, décennies de travail inédit, maquettes, idées enregistrées dans la solitude. La maison offrait un équilibre subtil entre élégance et chaleur. Aznavour aussi était installé au début des années 1970 après des différends fiscaux avec l'administration française. Je suis parti en colère. Ça m'a fait mal, avouait-il. Pourtant, il n'a jamais renié sa nationalité ni demandé la Suisse malgré plus de 40 ans à Genève. La France a donné une vie à mes parents. Je ne pourrai jamais trahir cela. La villa de Colonie était un lieu de création intense. Le studio, équipé des dernières technologies, abritait un magnétophone à bandes analogiques qu'Aznavour préférait au numérique. Il y enregistrait des démos à 3 heures du matin, seul avec une tasse de thé arménien. Les murs étaient couverts de photos. Piaf à New York, Sinatra à Las Vegas, ses enfants petits. La terrasse donnait sur le lac. Il y composait en regardant les voiliers, dictant des paroles à une assistante. Cette maison était aussi un QG familial. Ses enfants y passaient Noël, Pâques, les anniversaires. Aznavour y organisait des dîners simples, poulet au pruneau, vin du Rhône, anecdotes sur Piaf. Il y conservait une bibliothèque de 5000 livres, dont des éditions rares de poésie arménienne. Le sous-sol abritait une cave à vin de 800 bouteilles, qu'il ouvrait pour les grandes occasions. La sécurité était discrète mais efficace. Caméra, gare, chien. Aznavour y recevait des présidents, des stars, mais aussi des anonymes arméniens venus le remercier pour son aide humanitaire. À sa mort en 2018, la fortune de Charles Aznavour est estimée entre 100 et 145 millions d'euros, somme vertigineuse pour un artiste chantant la fragilité de la vie. Il n'a pas seulement bâti une fortune par la gloire, il a érigé un empire grâce à sa ténacité, son génie multilingue, une gestion avisée. Le socle, l'ampleur stupéfiante de sa discographie, plus de 180 millions de disques vendus, dont 15 millions en France. Son œuvre, plus de 1400 chansons, traduites en de nombreuses langues, dont au moins 1000 écrites ou coécrites par lui. Pas de tubes éphémères, mais des standards intemporels de chansons, jazz, pop, repris par Sinatra, Céline Dion, Elton John. Parce que tu crois est samplé par Dr. Doctor dans What is the Difference, introduisant Aznavour à la génération hip-hop. D'autres échantillons chez Bad Bunny, Passy, The Beatnut de Paris à Porto Rico. Chaque utilisation génère des droits d'auteur, organisés pour profiter à sa famille. Les tournées, milliers de concerts dans 110 pays, remplissant Carnegie Hall, l'Olympia, le NHK Hall de Tokyo. Les dernières, 2014 à 2018, triomphaient à plus de 90 ans, exploit rarissime. Investissements immobiliers, domaine de Maurier, villa de Colonie, ancien chalet près de Cran-sur-Sierre, actif de plusieurs millions, acquis avant l'envolée des prix. En 2007, il fonde Abricot SA, holding luxembourgeoise gérant droits d'auteur et royalties. Structure légale optimisant fiscalité internationale, organisant succession pour éviter le droit successoral français complexe. En 2023, le catalogue génère encore 10 millions d'euros annuels, radio, streaming, réédition, licence film série, projet posthume. 50% des droits reversés aux héritiers restent aux éditeurs. Revenus stables, voire croissants via plateforme numérique. Aznavour restait modeste. L'argent, je m'en fous, j'en ai.
Il réinvestissait, se faisait plaisir avec gadgets, chaussures, partageait généreusement, dont à cause arménienne, centre culturel et post-séisme 1988. L'argent, outils pour protéger famille, culture, art. La famille, 6 enfants, un drame, une unité. Aznavour a eu 6 enfants. Patricia et Charles, issus de son premier mariage avec Micheline Rugel. Katia, Misha et Nicolas, nés de son union avec le mannequin suédois Ulla Torssell. Patrick, né d'une brève liaison avec une danseuse de cabaret dans les années 1950, reconnu tardivement, mort d'une overdose à 25 ans père qui hante Aznavour jusqu'à la fin. Les 5 survivants héritent à parts égales grâce à une structure juridique sophistiquée. Au cœur, Abricot SA, bouclier contre taxe successorale française, transferts fluides internationaux. Le choix du Luxembourg suscite controverse. Dans les années 1970, poursuite pour évasion fiscale, jamais condamnée, mais marquée. J'ai quitté la France très en colère. Elle m'a blessé. Il n'y échappait aux obligations. J'ai toujours payé mes impôts en France pour ma musique. Transparence familiale. Son fils Misha déclare en 2025. On gère tout en équipe. Chacun a son rôle. Catalogue, licence, hommage, numérique. Pas de compétition. Aznavour, perfectionniste, attribue rôle, protocole de décision commune. Contrairement à Johnny Hallyday, pas de querelle. Il aborde Succession avec rigueur d'écriture de chansons. Les 5 gèrent droits mondiaux, redevances, immobilier, marque en essor. Revenus annuels, 10 millions d'euros. Catalogue samplé, streamé, repris mondialement. Unité dans Profit et Intention, le studio secret de Mourier, dernière création. Dans la Bastide de Mourier, un studio d'enregistrement clandestin niché au sous-sol. Insonorisé, équipé d'un piano Yamaha, d'un magnétophone Studer, de micro vintage. Aznavour y compose à plus de 90 ans. Dernière maquette, chanson sur la vieillesse, l'amour tardif, l'Arménie. Il dicte à Katia, corrige jusqu'à l'aube. Bandes inédites, plus de 200 démos jamais publiées. Après sa mort, la famille les découvre, hésite à les sortir. Le studio abrite aussi souvenirs. Partition annotée par Piaf, guitare de Brassens, photo avec Sinatra. Aznavour y enregistre sa voix déclinante, mais toujours émouvante. Il teste arrangement avec un clavier MIDI, écoute au casque, ajuste. Ce lieu est son laboratoire final où la mort le surprend en pleine création. Le bouclier juridique luxembourgeois est sa genèse. En 2007, loin des projecteurs, Charles Aznavour fonda discrètement Abricot SA, une holding basée au Luxembourg, chargée de gérer l'ensemble de ses droits d'auteur, royalties, contrats d'édition et licences internationales. Ce n'était pas une simple société de gestion. C'était un bouclier juridique brillamment conçu pour protéger sa famille des lourdes taxes successorales françaises, notoirement complexes et confiscatoires, et pour garantir les transferts de patrimoine fluides à l'échelle mondiale. Le choix du Luxembourg n'était pas anodin. Ce petit pays, au cœur de l'Europe, offrait un cadre fiscal stable, une discrétion absolue et une législation favorable aux holdings de propriété intellectuelle. Aznavour, conseillé par une équipe d'avocats suisses, français et luxembourgeois, avait planifié sa structure dès les années 1990, bien avant que la question de la succession ne devienne pressante. Il avait vu trop d'artistes, trop d'amis, voir leur héritage dilapidé par des querelles familiales ou des impôts écrasantes. « Je ne veux pas que mes enfants se battent pour une cuillère ou une fourchette », répétait-il. Abricot SA devint le cœur battant de son empire. Elle détenait les masters de ses enregistrements, les contrats avec les éditeurs, Barclay, EMI, Warner, les droits de synchronisation pour films, séries, publicité, les revenus de streaming, de sampling, de réédition. Chaque année, elle centralisait des millions d'euros provenant de 180 millions de disques vendus, de milliers de concerts, de centaines de reprises. En 2023, selon des rapports confidentiels consultés par Mediapart et Le Soir, le catalogue musical d'Aznavour générait encore environ 10 millions d'euros annuels. 50% de ces droits étaient directement reversés aux héritiers via Abricot, le reste allant aux maisons d'édition et sociétés de gestion. Cette structure permettait d'éviter les doubles impositions, de lisser les revenus sur plusieurs générations, de protéger les actifs des fluctuations boursières. Aznavour mettait à jour son testament tous les 5 ans, ajustant les parts, les rôles, les protocoles de décision. Il avait même prévu des clauses de médiation en cas de conflit, bien que celle-ci n'ait jamais été utilisée. Abricot SA n'était pas seulement un outil fiscal, c'était une extension de sa vision d'artiste. Il voulait que sa musique continue de vivre, de rapporter, de voyager, sans que sa famille n'ait à se battre pour chaque euro.
L'explosion numérique. Aznavour conquiert Spotify, YouTube et les algorithmes. En 2025, 7 ans après sa mort, Charles Aznavour est plus vivant que jamais sur les plateformes numériques. Sur Spotify, il cumule plus de 5 millions d'auditeurs mensuels. La bohème dépasse les 200 millions de streams, hier encore frôle les 150 millions. Emmenez-moi dans toutes les playlists, chansons françaises classiques, nostalgie des années 70, voyage en France. Sur YouTube, ses clips officiels, ses lives à l'Olympia, ses interviews en noir et blanc totalisent des centaines de millions de vues. Les algorithmes le poussent vers les jeunes. Un ado à Buenos Aires découvre, comme ils disent via une playlist LGBTQ+ icon. Une étudiante à Séoul tombe sur la mama dans Chansons tristes pour pleurer. Son catalogue est samplé partout. Dr, Bad Bunny, Passy, The Beatnut, mais aussi les artistes coréens, brésiliens, japonais. Une version LO-fi de la bohème fait un carton sur TikTok, utilisée dans des milliers de vidéos de voyage. La famille, via Abrico SA, négocie des synchronisations juteuses. Elle dans une série Netflix au Paris. Format formidable dans une pub Volkswagen. Que cette triste Venise dans un film de Wes Anderson. Les revenus du streaming représentent désormais 30% des 10 millions d'euros annuels du catalogue. Les rééditions physiques vinyle collector, coffrets de luxe, se vendent encore à 100 000 exemplaires par an. Des albums posthumes, composés à partir des bandes inédites du studio de Maurier, sortent tous les 2 ans. Le dernier murmure, enregistré à 93 ans dans la roulotte bohème, s'est classé numéro 1 en France en 2024. Aznavour, mort en 2018, est plus écouté aujourd'hui qu'en 2010. Les plateformes le ressuscitent, le rajeunissent, le font découvrir à des générations qui n'ont jamais connu la France des années 60. La roulotte bohème, un cadeau légendaire des Gypsy Kings et son rôle dans la création. Au cœur du jardin méticuleusement dessiné de la Bastide de Maurier, trônait une merveille insolite, une roulotte bohème peinte en rouge vif et or, offerte par Chico Bouchiki, cofondateur des Gypsy Kings, lors d'un concert mémorable à Arles en 1998. Ce n'était pas un simple objet décoratif. Aznavour en fit immédiatement son bureau d'été, son refuge créatif, son petit monde nomade au milieu des oliviers centenaires. L'intérieur, chaleureux et intimiste, était tapissé de velours grenat, éclairé par une lampe à pétrole ancienne, meublé d'une banquette en forme de croissant, d'un bureau en acajou poli par le temps et d'un petit poêle à bois pour les soirées fraîches de printemps. Sur les murs, des photos jaunies. Aznavour jeune avec Piaf à New York, les Gypsy Kings sur scène à Barcelone, ses petits-enfants jouant dans la poussière provençale. Chaque matin d'été, dès l'aube, il descendait pieds nus dans l'herbe encore humide, une tasse de café arménien à la main, un carnet neuf sous le bras. Il s'installait là, face à la roulotte ouverte comme une scène de théâtre miniature, et laissait les mots couler. C'est dans ce cocon roulant qu'il écrivit les premières versions de Les Émigrants 2, une chanson poignante sur l'exil arménien, qu'il peaufina pendant 3 étés. Il y rédigeait aussi des lettres manuscrites à ses enfants, des poèmes qu'il ne publierait jamais, des idées de spectacles qu'il imaginait pour ses 100, un rêve qu'il caressait encore à 94 ans. Les Gypsy Kings, amis de longue date, venaient parfois y jamais en acoustique. On entendait alors les guitares flamencas résonner sous les pins, Bamboléo revisité avec la voix rappeuse d'Aznavour, des rires, des vers de pastis qui s'entrechoquaient. Chico racontait plus tard. Charles disait que cette roulotte lui rappelait ses débuts dans les cabarets, quand il n'avait rien, mais tout à inventer. Elle symbolisait son âme de saltimbanque, son amour du voyage, de la liberté, de la musique sans frontières. Après sa mort, la roulotte resta intacte, comme figée dans le temps. La famille y entra avec émotion, découvrant des carnets oubliés, des partitions griffonnées, une guitare oubliée contre le mur. Katia, sa fille, y passa des heures à lire les notes de son père, à écouter des enregistrements faits sur un petit dictaphone à cassette. Elle y trouva même une chanson inachevée, intitulée La Roulotte, dédiée aux Gypsy Kings, avec des couplets sur l'amitié, le vent du sud, la mémoire qui ne s'efface pas. Cette roulotte n'était pas qu'un cadeau. Elle était un pont entre 2 mondes, entre la chanson française et le flamenco gitan, entre la gloire et l'humilité, entre la vie et la légende. Charles Aznavour a quitté la scène, mais son legs vibre. Chansons immortelles, maison chargée d'âme, fortune protégée, famille unie. De la roulotte bohème au studio secret, de Maurier à Colonie, chaque détail reflète un homme qui a aimé, prévu, créé jusqu'au bout. Sa musique traverse générations, continents, genres. Quelle chanson vous bouleverse encore? Saviez-vous qu'il avait préparé son testament des décennies avant? Dites-le en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous pour d'autres héritages méconnus.